Bonjour. Alors, je vais vous présenter la société Flamefy. Je vais commencer par les logos qui se trouvent en bas. On est une société qui a donc 3 ans. On a commencé avec le soutien de BPI et Scientipol. On a été après chez Paris Senco. On est une société franco-chinoise. C'est le logo d'après où on a incubé aussi à Pékin et à Shanghai dans 2 incubateurs. Et je vais finir sur les logos de droite, où on est soutenu aussi par Cap Digital et le pôle média et l'alliance Big Data. Pourquoi Big Data? Parce que nous faisons du data marketing. Alors qu'est-ce que c'est le data marketing? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes une société de logiciels qui permet avec la donnée de contextualiser le contenu. C'est-à-dire que à partir de l'analyse donc c'est le premier rond, l'analyse de l'utilisateur et de la donnée, on va pouvoir afficher ou envoyer de manière automatique ou personnalisée des contenus. Ce n'est pas un logiciel de reciblage publicitaire type je regarde un canapé sur internet et pendant 6 mois après j'ai des canapés même si je l'ai acheté ou je ne l'ai pas acheté. C'est plutôt je vais sur le site du pôle et en fonction de mon identité numérique, vu que vous avez tous une identité numérique, on va avoir des parcours différents. Pour ça, on s'appuie sur 3 stratégies, c'est les 3 prochaines slides. Stratégie marketing, pareil, on peut débattre des termes. La première, c'est l'acquisition. Donc je vais aller chercher de l'audience quelque part et je vais la ramener chez moi et analyser la donnée de cette audience en temps réel. La deuxième, c'est la circulation. Par exemple, j'arrive sur le site du pôle et je vais circuler par rapport à mon identité numérique. La troisième, c'est la fidélisation. Une fois que je suis dans ce site-là, comment on fait pour me garder, me proposer des choses qui correspondent à mon usage au bon moment. Des choses, j'entends des contenus. Donc, 3 exemples. Premier, circulation. Donc j'ai mon audience là à gauche, elle va arriver sur par exemple un site internet. Il y a une partie du site qui peut être contextualisée et une partie du site qui peut ne pas être contextualisée. La partie contextualisée, je vais écrire, donc c'est le deuxième rond, un scénario qui va me permettre d'afficher le contenu qui correspond à l'usage au moment où l'utilisateur arrive, en fait, donc c'est du temps réel, sur cette page. Je vais récupérer, moi, en tant qu'entreprise, des données qui vont m'appartenir. La deuxième stratégie, c'est plutôt une stratégie d'acquisition. Donc j'ai pris l'exemple du réseau social Twitter, où je vais lui demander d'extraire depuis Twitter les personnes qui ont le centre d'intérêt, là c'est tir à l'arc par exemple, et de récupérer ces personnes dans la même base de données. Ce qui fait que je ne réfléchis pas en silo. J'ai d'un côté mes données Twitter, d'un autre côté les données de mon site, de l'autre côté Facebook, Instagram, YouTube, etc. Mais je réfléchis de manière transversale et je vais pouvoir créer et reconstruire le parcours de l'utilisateur par rapport à ces différents silos. La troisième, donc la fidélisation. On a un moteur de gamification dans l'offre. La gamification permet de calculer donc un nombre de points, de poser des segments, des tags et de pouvoir identifier à quel moment mon utilisateur est prêt à comprendre quelque chose ou est prêt à acheter quelque chose ou à regarder quelque chose. Et à partir de là, je vais pouvoir définir combien ça peut me rapporter, combien sont les personnes intéressées par le sujet, etc. Il me reste combien de temps ? C'est vrai? Bon, alors je m'arrête. Si vous voulez alors si je prends 1 minute. 1 minute. Comment ça fonctionne? En 3 slides. Et je le fais en 1 minute. Premièrement, vous devez transposer votre stratégie, je le lis, pour commencer avec le logiciel Flamefy, transposer votre stratégie marketing sous forme de scénario. Ma stratégie, j'aimerais afficher une vidéo ou un site en fonction des comportements de mon audience. Je fais un scénario directement dans le logiciel, un peu à la manière du livre dont vous êtes le héros. Si quelque chose, alors autre chose, sinon autre chose. La deuxième étape, c'est que je prends ce scénario et je vais l'appliquer sur les différentes interfaces ou les différents formats. Donc là, je vous expliquerai jusqu'où on peut aller. Et enfin, la dernière chose, c'est que je récupère en temps réel des données en haut sur l'audience. Là, c'est le parcours d'audience avec les petits points bleus, le graphique quasiment au centre de mon utilisateur. Là, à droite, c'est l'utilisateur, c'est moi. Et après, des données qui sont plus d'ordre macro, c'est-à-dire plus quantitatives sur votre site internet. Et je m'arrête là.
Merci, oui. Bonjour, donc je suis Rémi Brun, je dirige Mocap Lab, une petite société qui est au bout de la rue là-bas, derrière TSF, et qui fait de la mocap. Donc la mocap, vous connaissez tous, mais je vais vous montrer quelques images. Donc la mocap, c'est la motion capture, et je vais vous montrer des images que ça bouge, et avant déjeuner, c'est bien. Alors par contre, comment on met ça en route? Espace, d'accord. Alors juste, il y a du son, il n'y a pas de son, est-ce que je voudrais pas... Oui, mais justement, je voudrais le baisser un petit peu au début. Parce que c'est pas... Donc ça dure 3 minutes, comme ça me... Donc la mocap c'est ça, vous en avez vu plein de fois, c'est des petits points, on fait bouger, et ça sert dans les pubs, ça c'est la pub Amnesty sur laquelle on a travaillé, ça sert dans le cinéma, ça sert dans les séries télé, ça sert beaucoup dans le jeu vidéo, ça sert aussi dans les documentaires, on a fait le dernier Gaulois à Noël, je ne sais pas si vous avez vu, voilà. Ça sert aussi dans l'événementiel, ça sert aussi dans le spectacle, ça sert aussi dans la science, même ça vient de la science. Et ça y retourne parfois, ça sert, voilà, oula, ça joue. Donc voilà, c'est des choses que vous avez peut-être vues. Alors normalement, ça bouge de façon fluide, c'est le principe. Voilà, c'est des recherches aussi, là, des artistes du Frénois qui ont travaillé sur du mouvement. Donc notre matière, c'est le mouvement du humain, le mouvement animal parfois, ça c'était la Cité des Sciences. Donc nos marchés, je vous les ai dit. Et donc le jeu vidéo, ça c'est aussi un projet très intéressant qui s'appelle Life is Strange, qui est sorti pour ceux qui ont suivi le jeu vidéo. C'est un petit projet français qui a cartonné avec un très petit budget, parce qu'il était bien pensé, parce qu'il y avait juste une bonne équipe. Et c'est des projets qui pour nous sont très intéressants. Ça c'est Ubisoft, bon, c'est des gros clients et c'est des gros mouvements. Et donc ce que je veux, bon, vous n'êtes pas forcément des clients ici ce matin, moi ce que je veux vous raconter c'est que le mouvement c'est une matière et j'aime bien présenter mon métier comme le métier des ingénieurs du mouvement. Alors c'est un peu bizarre, c'est nouveau, mais vous connaissez tous les ingénieurs du son, c'est un métier qui existe depuis une centaine d'années, qui est clair. Nous on est nouveau, ça fait une vingtaine d'années que le métier existe et on peut dire que la meilleure manière de comprendre notre métier c'est de faire ce parallèle-là. Et quand vous le comprenez, vous voyez tous les champs d'application, toutes les besoins de formation. On ne forme pas un mocapeur en une semaine, ni même en un mois. Il faudrait faire comme un ingé son, voire un peu plus, parce qu'on est tous familiers avec le son, alors qu'avec le mouvement, on l'est, mais on ne l'est pas. Enfin, on est tous des experts, mais on est tous très mauvais. Là, il faudrait du son, parce que c'est de l'imitation de Lucchini qui est pas mal. Non, mais sinon, je ne pourrais pas finir mon... Et donc... Ça c'est la langue des signes et je finirai là-dessus. Mais donc voilà, le son. Non, je voulais pas le son, hein. Je suis désolé. Parce que sinon là on s'entendra plus. Donc voilà, même si le métier. Donc c'est un métier qui est proche de celui des ingé-sons. Et donc c'est une manière de vous donner un peu une idée de tous les champs d'utilisation de la mocap. Et c'est pas un petit, bien sûr, on est un sous-prestataire de la post-production et on fait des effets parfois. Mais moi, mon projet, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'utiliser et de profiter de tout le champ d'application du mouvement pour l'emmener, alors envoyer du cross-média, du transmédia, de toutes ces choses-là. Le mouvement, si on comprend que c'est la même chose que le son, si c'est aussi riche, à part qu'on est les premiers ingénieurs du mouvement en Europe, enfin voilà, ça fait une vingtaine d'années que c'est là et il y a un potentiel qui est énorme. Donc là, juste une dernière petite chose, vous avez vu quelques images de langue des signes en motion capture. Donc nous, dans Mocap Lab, il y a Mocap, mais il y a aussi Lab. Lab, c'est l'innovation. Effectivement, on a été lauréat OSEO, on est soutenu par le CNC, on est soutenu on est que lauréat du concours d'innovation nationale numérique récent. Donc on est vraiment dans l'innovation. Moi, je suis un ancien chercheur, donc on continue à innover et on pousse. Et la langue des signes, là, on a fait un travail sur la langue des signes. Vous voyez bien que la langue des signes, c'est un médium qui passe par le mouvement. Enfin voilà, c'est du mouvement, le son. Nous, on a la parole, eux, ils ont la langue des signes. Donc ça prouve bien mon point. Et on est les premiers en Europe à avoir été capables d'enregistrer la langue des signes. Et donc la langue des signes, c'est les doigts, c'est le visage, c'est les yeux, c'est le corps qui respire. C'est une finesse extrême. On reconnaît un accent, on reconnaît une personne à travers sa manière de bouger. Et c'est un exemple de ce qu'on veut faire. Et cette langue des signes, elle appartient ni au cinéma, ni aux jeux vidéo, ni elle appartient aux médias en général. Et c'est là qu'on pense que le mouvement doit aller. Et de ce que j'ai vu du panel ce matin, il y a peut-être des gens qui peuvent être intéressés pour trouver une synergie et aller plus loin. Voilà, je suis dans les temps. Bonjour,
Bonjour à tous, je suis Bruno Smadja, j'organise les Cross Video Days. Avant de démarrer, je voulais vraiment féliciter l'équipe du pôle parce que c'est une très très belle matinée et certainement un très bel après-midi. J'ai vu nombre d'entre vous qui sont déjà venus et je vous en remercie. D'autres qui ne sont pas encore venus, donc je vais essayer de leur donner envie, de leur faire découvrir cet événement. C'est la 7e édition qu'on prépare. Elle aura lieu les 8, 9 et 10 janvier, et les 10 juin. Je vais y arriver. 8, 9 et 10 juin, pardon. Et la nouvelle que je vous annonce qui est... Pardon? Ah oui, il y a marqué 2015 alors que ça va être en 2016 cette année. Merci beaucoup. C'est important. Non mais c'est important de le préciser parce qu'on pourrait penser que c'est un événement qui est passé. Eh ben non, c'est 8, 9 et 10 juin 2016. Désolé. Et donc l'événement va avoir lieu ici dans cette salle puisque les 2 premières journées vont être dédiées à des conférences. Alors d'abord un peu les participants. On est le premier marché européen de financement d'œuvres digitales. Alors la définition d'œuvre digitale, on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant, mais elle est assez large. On va voir après, on a défini des catégories. On essaye de ramener des gens un peu du monde entier. La Belgique est notre premier pays participant. On en est très fiers, avec des super boîtes qui viennent tous les ans et des participants. L'Angleterre, le Canada, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, voilà. Et puis on a des catégories avec des gens du contenu qui sont là principalement. Quand je dis contenu, c'est-à-dire bien sûr des producteurs, et des diffuseurs. Le 9, on va avoir une journée dédiée au contenu digital de manière générale. Alors nous, on l'aborde de manière très très large. On va parler de webdoc, on va parler de web-série, on va parler de distribution, on va parler de financement. On va essayer d'aborder ces différents sujets. On va avoir des sessions de pitch aussi. Et puis on aura toujours l'espace démo de réalité virtuelle pour vous permettre de continuer à essayer. Et puis le 3e jour, c'est un peu la nouveauté cette année. On a décidé de distinguer la partie marché pour que tout le monde puisse vivre les 2 premières journées ensemble. La partie marché sera réservée aux projets qui sont sélectionnés et aux commissionneurs, aux acheteurs qui sont eux invités à financer, coproduire et aider les projets qu'on a sélectionnés. Et là, on va organiser 500 rendez-vous. Il y aura à peu près 70-80 projets et puis en face, entre 60 et 80 commissionneurs. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il y avait des gens comme BBC, des gens comme Red Bull qui étaient là, des gens comme Sony Pictures International qui étaient venus de Londres. Il y avait aussi ZDF, il y avait aussi la BR en Allemagne, il y avait la RTBF, RTS. Enfin voilà, des gens qu'on a essayé de faire venir de toute l'Europe et bien sûr tous les grands acteurs français, toutes les grandes chaînes françaises. Et on essaye de ramener de plus en plus de gens qui sont 100% spécialisés sur le digital. Mais bien évidemment, chez tous ces acteurs chaînes traditionnelles, ce ne sont que des gens du digital qui viennent. Une innovation qu'on a essayé d'amener cette année qui est assez importante. Sur les 2 premiers jours, les 8 et 9, on va avoir des chaînes, des médias, des gens qui sont décideurs et qui financent, qui vont venir vous présenter leur stratégie digitale sur l'année à venir, en vous exprimant ce qu'ils recherchent, ce qu'ils sont désireux de trouver auprès de vous au cours de l'année à venir sur le marché. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est du transmédia, du multiplateforme, de la VR? Tout ça, c'est des questions que vous pourrez leur poser. On leur donnera 30 minutes, 20 minutes de présentation et 10 minutes pour échanger avec la salle. On a déjà France Télé, Arte, RTBF et BR qui ont confirmer leur présence. Et puis on va essayer de continuer à l'enrichir avec d'autres chaînes, d'autres acteurs, d'autres distributeurs à qui on va proposer de venir prendre la parole et d'essayer de vous raconter, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir cet échange et d'avoir cette perspective par rapport à ce qu'est la demande du marché. Voilà, on va passer. On a aussi des offres pour de potentiels partenaires, il y en a de nombreux dans la salle, qui auront la possibilité de nous accompagner, de nous soutenir. Bien évidemment, notre principal partenaire et historique, c'est le pôle média, et on est très heureux d'être là aujourd'hui. Mais voilà, il y a de la place pour d'autres partenaires et pour être présent, et pour continuer à financer, à faire grandir l'événement, à la fois en prenant la parole, à la fois en exposant. Alors cette année, la partie exposition sera plutôt concentrée sur des choses autour de la réalité virtuelle, et puis l'opportunité de détecter des nouveaux projets et de les accompagner au travers, par exemple, comme l'a fait TV5 Monde l'année dernière, au travers d'un prix qui peut être remis dans le soutien à un projet en développement, dans l'accompagnement que vous pourriez lui offrir.
Voilà, quelques éléments pour ce coup-ci 2015, parce que c'est les éléments qui sont passés. 292 retombées presse. Voilà, on a beaucoup de retombées. Un point qui est très important, c'est que vous avez jusqu'à lundi, si vous connaissez des producteurs qui ont des projets à nous présenter, c'est jusqu'à lundi. Il sera ouvert jusqu'à, je pense, mardi dans la journée. Voilà, possibilité de déposer des projets. Il y a... non, on l'a pas. Il y a 4 grandes catégories. Il y a une catégorie immersive autour de réalité virtuelle, 360, réalité augmentée. Il y a une catégorie multiplateforme. Il y a une catégorie web linéaire qui est importante et qui se développe de plus en plus. Ça peut être de la web série, de la web fiction, ça peut être du doc aussi. Et puis il y a une partie interactive qui est une partie qu'on travaille depuis l'origine des Cross Video Days, voilà, sur toute l'inventivité et toute l'imagination qu'il peut y avoir dans des œuvres interactives, des choses comme Where Die ou des choses comme Morphosis, choses comme ça qu'on a reçues les années précédentes et qu'on a permis de faire découvrir au marché, qu'on trouvait pour la plupart des financements aux Cross Video Days et qui ensuite ont pu prendre leur décollage. Merci beaucoup, merci encore au pôle et bravo pour cette journée. Pixways, un tout nouveau membre. Bonjour à tous, Marc Lacroix. Je représente la société Pixways qui développe la plateforme Pixpalace. Pixpalace, c'est la première place de marché de photos professionnelles en France et qui cherche aujourd'hui à développer son offre autour de la vidéo. Alors évidemment pas de la vidéo sur des formats longs, mais sur des formats très courts par rapport à la demande vidéo de l'univers digital. Pixpalace aujourd'hui, c'est quoi ? Pour nos clients, c'est l'accès à plus de 100 agences professionnelles et donc à plus de 35 millions d'images et 350 000 vidéos, essentiellement du footage ou des mini-documentaires. Et tout ça accessible via une interface unique. L'idée, c'est vraiment pour nos clients d'avoir accès au travers d'un seul moteur de recherche à l'ensemble des fonds visuels. Pour nos agences partenaires, c'est surtout l'assurance d'être directement référencés chez tous nos clients et donc, quelle que soit leur taille, d'avoir l'opportunité d'exister et d'être référencés chez eux. Alors, dans la chaîne des valeurs de contenu, Pixpalace, en fait, Pixways développe différentes solutions. Pixpalace, dont je vous parle, une journée spécifique qui a lieu d'ailleurs le 7 avril prochain, qui est la journée PixDay, qui est une journée de rencontre entre les acheteurs d'images et les vendeurs. Des outils un peu plus techniques chez nos clients d'organisation de contenu. Et un outil de traçage visuel assez récent qui permet justement d'identifier les photos, essentiellement les photos utilisées par des contrefacteurs. Le modèle économique de Pixpalace, c'est quoi? C'est avant tout un abonnement. Un abonnement d'un côté pour les agences qui vont déposer leurs fonds visuels sur la plateforme et d'un autre côté, les utilisateurs clients qui vont s'abonner à la plateforme. Sachant que Pixpalace n'est absolument pas, comme peut l'être Photolia ou Getty, une agence qui va traiter même la vente du droit. On est une plateforme de mise en relation. Nos références, donc parmi les 100 agences dont on parle, on a à la fois des agences d'actualité comme des agences d'illustration. Alors en agence d'actualité, on peut citer AP, SIPA, ou alors des agences comme Bridgman, Magnum, Roger Violet, des fonds iconographiques comme ceux de la BNF, et plus récemment des agences vidéo comme Pond5, qui est une plateforme, une place de marché également, OCO qui fait du footage de vidéos drone, les fonds Rustica par exemple. Voilà. Et nos clients, ce sont beaucoup de grands groupes médias. On a énormément de groupes médias dans notre clientèle, le groupe Le Monde, le groupe Prisma, etc. Des maisons d'édition comme Albin Michel, Editis ou Belin, des acteurs du monde culturel et des agences de communication de plus en plus. Et pourquoi cette question, justement, sur cette extension de notre offre au sourcing visuel par rapport à la vidéo? C'est par rapport à la demande des nouveaux médias, par rapport aux médias traditionnels, d'aller sourcer de nouveaux formats
et de leur proposer justement un accès directement aux images fixes ou à des séquences vidéo pour pouvoir monter eux-mêmes leur propre production. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Alors voilà, je m'appelle Guillaume de Westerholz, je suis le cofondateur et le directeur de production de MeMovie. Alors MeMovie, c'est une société, c'est une start-up, hein, on a 2 ans et demi, qui s'est lancée pour devenir le spécialiste de la transmission et du partage de l'histoire. Alors voilà, en gros on est des passeurs d'histoire, une sorte d'agence de communication spécialisée dans la mise en scène de l'histoire des entreprises et des particuliers. Alors, tout ça, on arrive à le faire en fait grâce à 3 éléments assez importants. C'est la coproduction, la co-réalisation et le cofinancement. Alors, on est une société aujourd'hui, on est 7 personnes à travailler dans la société et on travaille avec une douzaine, quinzaine de freelance. On a derrière nous, je dirais, une trentaine de réalisations, de productions. Et aujourd'hui, on est sur une vingtaine de productions. Alors ces productions, elles sont assez variées. Ça va du documentaire biographique en passant par la biographie écrite jusqu'à l'espace d'exposition et ce genre de choses. Un exemple assez marquant, par exemple, est celui des 40 ans du métro de Bruxelles, pour lequel on offre donc une plateforme web, un web docu qu'on réalise et également des installations qui vont se positionner dans les différentes stations du métro de Bruxelles, avec évidemment l'objectif de transmettre l'histoire de la STIB, qui sont les transports communs à Bruxelles. Alors pour réaliser ces biographies multimédia collaboratives, eh bien, on a développé en fait une méthodologie qui s'inspire des méthodologies de flux de la télévision. C'est aussi également grâce à une plateforme collaborative qu'on a développée qui en fait est 2 choses. C'est d'une part un outil qui facilite la production, parce que c'est une plateforme qui se présente sous forme de ligne du temps, je vais vous la présenter, mais c'est aussi un produit pour nos clients. Alors je vous montre comment on fonctionne, quelle est notre méthodologie. Bon voilà, on a tous des souvenirs, on a tous une histoire à raconter, et il n'y a pas de son, c'est très bien. Qu'on soit une entreprise, qu'on soit un particulier, on a des choses à transmettre, une culture d'entreprise, des valeurs. Alors, la première chose qu'il faut réussir à faire, évidemment, c'est... Ouais, ça saccade un peu, c'est pas grave. C'est de définir son besoin. Est-ce que c'est les 40 ans de la société? Est-ce que c'est l'anniversaire d'un produit? Est-ce que c'est une biographie sur son arrière-arrière-grand-père? Alors voilà, une fois qu'on a défini ça, qu'on a défini le budget, la première chose qu'on va faire, c'est rassembler les souvenirs. On va digitaliser les bobines de Super 8, les diapositives, les photos, etc. etc. On va ensuite les intégrer dans notre ligne du temps, pardon, que je vous montrerai par la suite, qui permet en fait d'organiser d'une part et d'indexer ensuite toute la matière. C'est important parce que toutes ces archives, en fait, elles vont à la suite constituer une espèce de big data. Ensuite, on va rajouter du contenu, des interviews, des images d'archives, de l'INA par exemple, entre autres. Et puis, il y a la phase de production, que j'imagine vous connaissez assez facilement. On est sur notre logiciel de montage, c'est notre biographe qui écrit, c'est le scénographe qui fait son exposition. Ensuite, il y a la phase de partage qui est très importante. On estime qu'il faut absolument créer un événement, un moment T où l'histoire se transmet. Et puis alors, évidemment que les histoires, elles continuent de vivre à travers la ligne du temps, à travers les différents supports qu'on va mettre à la disposition de nos clients. Alors, on est à Wavre, mais la Belgique étant toute petite, on peut se déplacer très facilement partout. Je vous montre très brièvement ce à quoi ressemble notre projet de plateforme aujourd'hui. Donc voilà, vous allez sur notre site internet. Il y a différents modules. Un module ligne du temps, un module de financement, une zone de partage qui est une sorte de cloud. Sur le module ligne du temps, très simplement, c'est une ligne du temps où vous allez pouvoir poster tous vos souvenirs, des vidéos, des photos, etc., etc. Vous invitez vos proches, vous invitez vos collaborateurs, vos employés à poster du contenu, à poster des petites anecdotes. Donc vous créez l'histoire sur la ligne du temps.
Vous avez un petit module évidemment de modération, vous avez des modules de recherche qui permettent de retrouver les informations plus facilement. Donc par exemple, une entreprise va avoir plusieurs départements, et bien on peut avoir différents mots-clés qui seraient les départements qu'on retrouverait. Ça, c'est le module de financement qui permet de faire deux choses, qui permet d'une part d'inciter un petit peu les familles à cofinancer un projet, parce que c'est mine de rien un produit premium, comme on l'appelle aujourd'hui, mais ça permet aussi tout simplement de se décider et de déjà mettre un pied à l'étrier. Alors, aujourd'hui, on a deux gros chantiers qui sont en développement. Parce que notre produit premium, il fonctionne, on le vend maintenant en Belgique. Et donc ces deux chantiers, c'est d'une part l'internationalisation de notre offre premium. Donc là, on a par exemple un projet pilote au Luxembourg. Et donc clairement, on recherche des partenaires dans différents pays. Avec cette idée de proposer notre méthodologie, donc notre Bible, que ce soit des sociétés de production ou simplement des distributeurs. Et puis alors l'autre projet qui est très important, c'est l'automatisation. Et donc on est en train de créer une plateforme où en fait on va automatiser tout ça. Donc l'idée c'est je vais prendre un exemple à la belge, mais vous êtes né en 86, vous aimez le foot, vous complétez votre profil et l'idée c'est que là vous ayez par exemple des images qui vous soient proposées, genre la Coupe du Monde au Mexique en 86. Je vous montre juste pour finir quelques petites images, et là il faut du son par contre, c'est plus sympa. L'historique de Maxell, il faut savoir que c'est une société qui n'a pas encore, qui est encore très jeune, nous n'avons encore que 15 ans. Ce qui différencie Maxell, c'est la pluralité de tout ce qu'on peut retrouver chez nous. Et ça reste super familial alors que c'est quand même, on est grand, on a un pouvoir par rapport aux compagnies, aux fournisseurs et des choses comme ça. Chez Maxell, nos experts mettront un point d'honneur à trouver la solution. Did you know that billions of beneficial enzymes are present in our digestive systems and in nature? These enzymes are vital in relation to the process of life. After 20 years of research, and thanks to partnerships with Belgian universities, Je remercie clairement le Cluster Twist de nous avoir permis de participer aujourd'hui, et merci à vous aussi pour votre écoute. Bonjour, donc je m'appelle Pierrick Chabi, je suis le fondateur de Wakatoon et je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec mon associé Emmanuel Marin, voilà. Déjà. Donc je remercie effectivement Johanna du Cap Digital de nous avoir invités, de nous avoir proposé de participer à cet événement. Et je remercie le Pôle et Lydie de nous recevoir. Donc pour vous parler de Wakatoon, tout est parti d'une observation il y a 2 ans. Donc mon neveu passe beaucoup de temps sur les écrans. Et il n'y fait pas grand-chose de créatif. Donc, et c'est comme sa mère, ma sœur, ne s'y connaît absolument pas en technique. Elle n'arrive pas du tout à le guider dans des activités créatives, etc. Voilà. Fort de ce constat, je me dis il va falloir faire quelque chose. Surtout que le numérique arrive à l'école. Et en fait, on se dit, du coup, avec l'entreprise, la start-up, on s'est dit qu'on avait une mission, c'est de permettre à l'enfant de faire de plus en plus de choses, d'être de plus en plus créateur de contenu plutôt que consommateur de cela.
Oui, parce que le numérique arrive à l'école et il faut mettre les enseignants, les adultes, les parents en capacité d'accompagner les enfants dans la création de contenu dans le numérique, certes par le jeu, mais au service de la pédagogie, de la créativité. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée. Voilà, l'enfant créateur de contenu numérique. On s'est dit que c'était une autre façon d'utiliser les écrans. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais notre remède, notre solution, ça a été d'imaginer que l'enfant allait créer des contenus numériques à partir de papier. Histoire de rassurer les parents qui sont un peu peut-être technophobes, certains, et puis voilà, de repartir sur quelque chose de sensible, traditionnel, où l'enfant a le sentiment de faire du numérique en étant sur du papier. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vous propose une petite démo. On a une petite vidéo de 30 secondes. Wakatoon. J'ai mes 2 oreilles, my ears, et j'ai bien mon nez, my nose. My nose. Wakatoon. J'explique au cas où ça saccadait un peu au début, mais en gros, dans l'application, il suffit de cliquer sur le bouton recevoir PDF, imprimer les pages, l'enfant colorie sur papier, vous prenez en photo chaque épisode et ça se transforme en dessin animé instantanément. Donc l'enfant a le sentiment de s'approprier une histoire qui a été écrite par un auteur et ça produit des résultats assez intéressants. Je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe. Donc l'étymologie de Wakatoon, donc c'est voilà, moi je viens du Bénin et je suis arrivé en France en 2000 et on parle Yoruba au Bénin. Et Waka ça veut dire viens, on va faire quelque chose, en l'occurrence faire des dessins animés, toon. Le démarrage, tout a commencé fin 2014, on a lancé une campagne de crowdfunding où on a demandé aux participants pour 25 € de nous contribuer à la réalisation du projet et de recevoir en contrepartie un livre magique de coloriage pour Noël. Et on visait 25 000 environ, donc 1000 personnes, et en fait ça a explosé, on a fait 60 000 €. Et puis après, le livre, on l'a vendu sur Amazon et toutes les librairies. On a écoulé 20 000 exemplaires en 2015. On avait un positionnement un peu particulier, un peu ambigu pour beaucoup de gens, c'est est-ce qu'on a une technologie, une application, même si on a déposé des brevets, etc. Et ce qui a l'air de parler à plus de monde, c'est de se décrire comme un média, on a un nouveau média, une nouvelle façon de raconter une histoire, et on rend le dessin animé, qui est un art quand même assez réservé, accessible. Donc là où il faut traditionnellement faire, pour 1 seconde de dessin animé, faire 24 dessins, on propose à l'enfant de colorier un dessin pour avoir son petit épisode, et ça s'accumule pour créer des histoires. Il y a une dimension narrative qui est très très intéressante. Nos clients, en fait, donc c'est le grand public, il faut télécharger l'application, choisir une histoire, s'imprimer des PDF, des planches de coloriage classiques, à la différence qu'elle raconte une histoire, donc il y a une séquence, l'enfant colorie, et ça produit un dessin animé que je n'ai pas le temps de montrer là, je pense, sauf à la fin si on m'autorise. Notre business model, en fait, c'est que donc, les parents payent 3,99 € pour débloquer l'histoire, après qu'ils ont essayé la première planche gratuite. Ça marche très bien, on arrive à avoir 40% d'achats sur Google Play. Alors, il paraît que ceux qui ont des Android font moins d'achats que ceux qui sont sur iPhone. Et les parents considèrent que... voilà, donc là on a quasiment le meilleur slogan pour Wakatoon, c'est la seule application pour enfants qui permet de ne pas monopoliser le téléphone des parents. Donc on a eu des avis assez marrants, on a pu manger nos bûches de Noël tranquillement, j'arrive à appeler mes copines pendant que mes enfants colorient. Enfin, bon. L'enfant passe 3-4 fois plus de temps à colorier nos coloriages que des coloriages classiques, parce qu'il a le sentiment de faire du numérique, mais avec des outils classiques, crayon, papier, etc. Nos autres clients, ce sont les services marketing, agences de communication, événementielles, qui l'utilisent comme un outil, donc comme un média vraiment, donc passer un message. Typiquement, avec Center Parcs, on a travaillé sur un petit livre qui expliquait leur nouveau parc dans la Vienne à côté du Futuroscope, le Bois Audin. Ils ont fait un jeu concours avec un livre qui est parti à 13 000 exemplaires en 1 semaine. Ils sont très contents. Nous aussi. Il y a des ateliers qui s'organisent de temps en temps. Voilà. On travaille aussi avec des institutions. Là, tout dernièrement, donc, on vient d'avoir le soutien
officiel de l'éducation nationale, en fait, pour nous aider à créer une adaptation de Wakatoon pour un usage scolaire où l'enfant va pouvoir raconter son histoire, avoir beaucoup plus de possibilités de création. Et ce sera disponible en fait en septembre à la rentrée. On travaille aussi avec l'Institut français, etc. C'est très intéressant, la pédagogie. Nos principaux atouts, en fait, c'est que c'est facile à mettre en œuvre. C'est très facile à mettre en œuvre. Un projet, en général, il dure un mois et demi. À partir du moment où on a une histoire, la traduire, c'est un mois et demi entre nos animateurs, nos studios d'enregistrement, nos intégrateurs. Voilà, donc on essaie de rendre ça simple. L'enfant a une implication telle que on pense que ça va être une des apps préférées des babysitters. Voilà, parce que vraiment ça l'occupe et il s'implique. Il va falloir faire très attention aussi aux messages qui sont véhiculés. Donc en marketing, on fait attention. On essaie de garder une éthique. Pas toujours facile quand on a besoin d'argent. Mais voilà, on a un potentiel pédagogique désormais avéré et très simple d'utilisation. On a des réponses à vie. Nos perspectives, là, c'est d'enrichir le catalogue. Donc on essaie de travailler chaque mois avec une nouvelle auteure pour créer une nouvelle histoire, des auteurs jeunesse confirmés. Et d'aller à l'international, parce que pour traduire une histoire, il nous suffit, entre guillemets, de refaire, c'est du dubbing, et donc du coup, de traduire l'histoire. On a hâte de voir comment les anglophones réagissent, parce que pour l'instant, on n'est qu'en France, mais on a déjà plus de 30 000 utilisateurs, et on est content de l'évolution que ça prend. On a plein d'idées d'évolution, de R&D, d'innovation. On a déjà été voir le RIAM, on a essayé de faire des trucs, mais on n'a pas de fonds propres, c'est assez marrant. On a commencé à vendre avant d'avoir des fonds, et donc du coup on n'arrive pas à lever d'argent auprès des institutions. On a un capital social de 1 000 € et on nous dit il faut avoir de l'argent pour en avoir d'autres. Et donc du coup on essaie de créer ça, c'est assez marrant. L'équipe, on est 9, on est passé de 1 à 9 en 1 an. Bon, on se débrouille avec ce qu'on gagne, et c'est plutôt pas mal. On est dans le 19e pour l'instant, et on essaye de, peut-être on va bouger au cargo. On a rencontré justement Catherine hier. Voilà. J'avais quelques petites... on a prévu plutôt des petits trucs bleus comme ça pour que vous sachiez ce que c'est, donc on en mettra quelques-uns de l'autre côté. C'est des mini kakémonos en fait, tout mini. On ne pouvait pas emmener le grand. Si vous me permettez 30 secondes pour poser 2-3... Je peux ? Alors j'avais pris quelques petites notes par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce que je suis le dernier à passer de la matinée. Alors, donc nous, ça nous intéresserait de travailler avec des licences de bande dessinée. On a entendu qu'il y en avait qui en géraient ici. Voilà, donc n'hésitons pas à se voir tout à l'heure. Avec des chaînes de télé, on est en discussion parce que donc ils proposent des applications, France Télé, les Zouzou et Canal Play Kids, etc. Des applications où l'enfant va pouvoir donc de la VOD pour enfants, et leur proposer de permettre à l'enfant non pas de visionner des vidéos mais de les créer eux-mêmes. Ça nous intéresse beaucoup. On avance plus ou moins avec certains. Au niveau pub, on se rend compte que c'est un outil qui permet de faire des choses très très intéressantes, donc en co-branding ou etc. Et après, le challenge transmédia qu'a présenté Johanna nous intéresse tout particulièrement. Voilà. Donc on peut parler d'autres choses si j'ai pas pensé à tout. Merci beaucoup. Merci.